20 juillet 1944. Le calendrier affiche la date qui a failli changer le cours du monde. Quelques heures plus tôt, dans le bunker de la Wolfschanze, une bombe a explosé. Les officiers allemands ont presque réussi l'assassinat. Adolf Hitler est vivant. Il se tient debout parmi les décombres fumants, les vêtements déchirés et le tympan percé. Pourquoi Hitler ne s'est-il pas caché? Le monde le croyait mort. Mais la réalité est différente. Il décide de maintenir son agenda pour prouver sa solidité. À l'image, Adolf Hitler accueille Benito Mussolini sur le quai de la gare. Le dictateur allemand sourit. Il serre la main du Duce avec sa main gauche, car la droite tremble de manière incontrôlable. Ce geste cache une fureur glaciale. Pendant qu'il parade devant les caméras, il signe déjà des ordres de mort. La traque la plus brutale de l'histoire nazie commence à cet instant précis. Les services de sécurité reçoivent une consigne simple: ne laissez aucun survivant parmi les comploteurs. La liste des traîtres présumés est longue. Parmi les noms ciblés figure un général décoré de la Croix de Chevalier, un homme qui a commandé des centaines de milliers de soldats sur le front de l'Est, Erich Hoepner. Son destin bascule. Ce n'est pas un bleu, c'est un rouage essentiel de la machine de guerre. Mais Hoepner a commis un crime impardonnable aux yeux du pouvoir. Il a choisi la logique militaire plutôt que l'obéissance aveugle. Devant Moscou, sous un froid polaire, il a ordonné une retraite pour sauver ses hommes de l'anéantissement total. Pour Hitler, ce n'était pas de la stratégie, c'était de la lâcheté. À l'écran, on voit Hoepner dépouillé de son uniforme. Il n'est plus un héros de la Wehrmacht, il devient une proie. Le régime ne pardonne pas à ceux qui placent la vie des soldats avant les délires de grandeur du Führer. La chute du général Hoepner montre la paranoïa qui ronge le sommet de l'État. Le piège se referme sur lui. Les arrestations s'enchaînent dans les couloirs du haut commandement. Chaque officier suspect est traîné devant le tribunal du peuple. Les interrogatoires sont violents, les documents sont brûlés, les archives disparaissent. L'histoire s'est arrêtée brutalement pour Erich Hoepner. Le 14 septembre 1886, c'est la date de naissance d'Erich Hoepner à Francfort-sur-l'Oder, une ville stratégique à la frontière germano-polonaise. Comment devient-on l'un des piliers de la machine de guerre allemande? Le parcours commence par l'appartenance à une caste. 4 ans après sa naissance, sa famille s'installe à Berlin. Le jeune Erich intègre le gymnase Kaiserin Augusta. C'est un établissement d'élite. On y croise uniquement les fils de la haute bourgeoisie et des intellectuels du pays. À l'image, des portraits de classe en uniforme noir, des visages austères. En 1910, Hoepner franchit une étape sociale majeure. Il épouse Irma Gebauer. Elle est la fille d'un riche industriel. Le couple a 2 enfants. Ces derniers ignorent encore qu'ils paieront plus tard le prix du sang pour les décisions de leur père. Hoepner veut monter en grade. En 1913, il entre à l'Académie de guerre de Prusse à Berlin. C'est l'école militaire la plus prestigieuse de l'Empire allemand. Les futurs stratèges y apprennent la discipline et la tactique pure. Le 28 juillet 1914, tout bascule. La Première Guerre mondiale éclate. Hoepner est envoyé sur le front de l'Ouest. Il commande une compagnie. Sur le terrain, il se montre efficace et froid. Il obtient rapidement une promotion de capitaine de cavalerie. À première vue, un officier parmi d'autres. Mais en réalité, un meneur d'hommes remarqué par ses supérieurs. Le 11 novembre 1918, les canons s'arrêtent. Le bilan est lourd. Sur la poitrine de Hoepner, brillant la croix de fer de première et de deuxième classe. Ce sont les symboles d'un service exceptionnel dans le conflit le plus sanglant de l'histoire humaine. L'Empire s'écroule et laisse place à la République de Weimar. Mais la carrière de Hoepner ne s'arrête pas. Il reste dans la Reichswehr. C'est une armée allemande humiliée et réduite. Le traité de Versailles limite les effectifs à seulement 100 000 hommes. Pour des officiers ambitieux comme lui, c'est une opportunité. Moins de soldats signifie une sélection plus stricte et des promotions plus rapides pour ceux qui restent. En 1933, Adolf Hitler et le parti nazi s'emparent du pouvoir. L'armée allemande entame alors une mutation brutale. Le destin de Hoepner s'accélère, ainsi a commencé l'ascension vers le désastre. 1936. Erich Hoepner devient général de brigade. 2 ans plus tard, il prend la tête de la première division légère. C'est une unité blindée expérimentale. Elle deviendra bientôt l'une des pièces maîtresses des divisions Panzer qui vont terrifier l'Europe entière. Le début de l'année 1938 provoque un séisme politique dans l'armée allemande. Pourquoi le haut commandement s'est-il effondré? Les nazis ont méthodiquement éliminé les anciens chefs. D'abord, le ministre de la guerre, Werner von Blomberg. Il est expulsé après son mariage avec une ancienne prostituée. Le scandale ruine sa carrière instantanément. Quelques jours plus tard,
C'est au tour du commandant en chef de l'armée, Werner von Fritsch. Il démissionne suite à des accusations d'homosexualité fabriquées de toutes pièces par le régime. À l'image, Adolf Hitler profite de ce chaos. Il remplace ses officiers d'expérience par des hommes dont la loyauté envers lui dépasse le jugement militaire. Il saisit le contrôle direct des forces armées. Plus aucun contre-pouvoir ne subsiste. Hoppner observe la scène avec une inquiétude croissante. La compétence militaire s'efface devant l'allégeance politique. À première vue, un officier discipliné, mais en réalité, un conspirateur de l'ombre. La crise des Sudètes éclate. La guerre avec la Tchécoslovaquie menace d'embraser le continent. Hoppner rejoint le complot d'Oster. L'objectif est simple, renverser Hitler si l'Allemagne attaque la Tchécoslovaquie pour annexer la région des Sudètes. Le général Hans Oster et d'autres hauts gradés conservateurs dirigent l'opération. Ils sont convaincus que Hitler mène le pays vers une guerre perdue d'avance. Le rôle de Hoppner est décisif. Il doit diriger la première division légère vers Berlin. Sa mission, s'emparer des points stratégiques de la capitale et neutraliser la SS. Mais le plan s'effondre brutalement. Neville Chamberlain et Édouard Daladier choisissent l'apaisement. Le 30 septembre 1938, ils signent les accords de Munich. Ils livrent les Sudètes à Hitler sans aucun combat. Les conspirateurs perdent tout prétexte pour agir. Le calme avant la tempête ne dure pas. En mars 1939, Hoppner fait entrer ses chars en territoire tchèque. Un mois plus tard, il est promu général de cavalerie. Les événements s'accélèrent. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Avant l'assaut, Hoppner s'adresse à ses troupes. Ses ordres sont secs. Sa mission exige l'anéantissement sans merci de l'ennemi. Sur le terrain, la progression est fulgurante. On voit sur les cartes son 16e corps d'armée déchire les lignes polonaises. Ses unités parcourent 230 km en un temps record. La machine de guerre est lancée. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ainsi a débuté la marche sanglante de Hoppner. Une semaine. C'est le temps qu'il a fallu à Hoppner pour atteindre Varsovie avec la 10e armée. En octobre, il reçoit la croix de chevalier de la Croix de Fer, une récompense pour son efficacité destructrice sur le terrain. Le 10 mai 1940, l'invasion commence. La France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont visés simultanément. 6 semaines. Ces nations s'effondrent dans ce que l'histoire nommera la bataille de France. Le corps de Hoppner rejoint la 6e armée. Il mène les attaques de pointe sur Liège, Dunkerque et Dijon. Mais en mai, un changement majeur intervient. La division SS Totenkopf est rattachée au 16e corps de Hoppner. La tension est immédiate. La division Totenkopf, dite division tête de mort, est une unité d'élite de la Waffen-SS. Elle deviendra tristement célèbre pour sa brutalité et ses crimes de guerre. Comment un général de carrière a-t-il pu cohabiter avec des fanatiques? À première vue, une collaboration militaire. Mais en réalité, un conflit ouvert entre l'honneur et la barbarie. Pendant la bataille de Dunkerque, des rapports alarmants remontent jusqu'à Hoppner. On y décrit des soldats SS maltraitant les prisonniers. Le 24 mai, il signe un ordre direct. Tout soldat surpris en train de maltraiter des captifs passera immédiatement en cour martiale. 3 jours plus tard, le massacre du Paradis a lieu. Les soldats de la Totenkopf exécutent près de 100 prisonniers britanniques qui s'étaient pourtant rendus. Sur le sol, des corps entassés dans un champ de ferme. Quand Hoppner apprend la tuerie, il exige une enquête. Il demande le renvoi immédiat du commandant de la division SS, Theodor Eicke, si les faits sont prouvés. Eicke se défend auprès du chef de la SS, Heinrich Himmler. Il prétend que les forces britanniques utilisaient des balles d'homme-d'homme illégales causant des blessures atroces. C'est un mensonge. Pourtant, malgré les preuves évidentes, Eicke et sa division ne subissent aucune conséquence. L'affaire est enterrée par le régime. Hoppner, qui n'a jamais rejoint le parti nazi, continue de mépriser Eicke. Il le qualifie publiquement de boucher pour son mépris total de la vie humaine. Son dégoût pour la Waffen-SS devient définitif. Après la chute de la France, Hoppner est promu colonel général en juillet 1940. Le haut commandement allemand commence alors à planifier l'opération Barbarossa. Les événements s'accélèrent. La guerre totale se prépare à l'Est. 22 juin 1941. C'est la date où tout bascule. L'invasion de l'Union soviétique commence. Erich Hoppner est à la tête du 4e groupe de Panzer. Sa mission est claire, foncer sur Leningrad au sein du groupe d'armée Nord. Pourquoi a-t-il été choisi? Hoppner est un technicien de la guerre éclair, mais il est aussi un idéologue brutal. En mai 1941, il rédige une directive pour ses troupes.
Le texte est sans équivoque. À l'image, des officiers lisent le document devant des soldats figés. À première vue, un ordre militaire classique, mais en réalité, un permis de tuer. Hoppner écrit que la guerre contre la Russie est une étape vitale pour le peuple allemand. Il parle d'un combat millénaire contre les slaves. Il veut défendre la culture européenne contre ce qu'il appelle la crue asiatique de Moscou. Son objectif final, l'anéantissement total du bolchevisme juif. La consigne est sèche. Chaque action doit être guidée par une volonté de faire. Le but n'est pas la victoire, mais la destruction sans précédent de l'ennemi. Pas de quartier, pas de pitié. L'opération Barbarossa démarre un dimanche, à l'aube. 3 millions de soldats allemands franchissent la frontière. Ils sont épaulés par des contingents finlandais, roumains, hongrois et italiens. Des troupes slovaques et croates complètent le dispositif. Le bruit des moteurs couvre les cris. La terre tremble sous les chenilles. Les premières semaines sont une démonstration de force. Les divisions allemandes balaient tout sur leur passage. La Lettonie tombe, la Lituanie est occupée, l'Estonie suit. Le groupe de Hoppner est le fer de lance de cette progression dans les pays baltes. Les chars avancent à une vitesse folle vers Leningrad. En Lettonie du Nord, ces unités sécurisent les ponts stratégiques sur la rivière Dvina. Les blindés traversent les structures en métal dans un vacarme assourdissant. Mais ce n'était que le début. En juillet 1941, Hoppner ajuste ses ordres. Il demande à ses hommes de traiter les populations locales loyalement. Mais il ajoute une précision chirurgicale. Chaque acte de sabotage individuel doit être traité par la force immédiate. Sur le terrain, les exécutions sommaires commencent. L'étau se resserre sur l'Est. Le rythme de l'offensive semble briser toute résistance. La machine de guerre allemande ne montre aucun signe de fatigue. Chaque kilomètre gagné rapproche Hoppner de son objectif final. La progression ne s'arrêtait jamais. Sans un commissaire politique. C'est le bilan des exécutions documentées entre le 2 et le 8 juillet 1941. Comment une unité blindée est-elle devenue une machine à exécuter? La réponse est simple. Le 4e groupe de Panzer appliquait les ordres d'Adolf Hitler à la lettre. Erich Hoppner ne se contentait pas de diriger ses chars. Il ciblait les communistes et les juifs. Comme toutes les armées allemandes sur le front de l'Est, ces troupes ont mis en œuvre le décret sur les commissaires. Ce document exigeait l'exécution immédiate des officiers politiques de l'armée rouge capturés. C'était une violation directe des lois internationales de la guerre. Les soldats allemands ne faisaient pas de prisonniers parmi les cadres du parti. Ils les alignaient contre un mur et tiraient. À l'image, des rapports militaires dactylographiés. Les chiffres grimpent. Le 19 juillet, le compteur affiche 172 exécutions signalées. La brutalité était devenue une procédure administrative. À la fin du mois de juillet, la situation change. Le 4e groupe de Panzer se positionne au sud et à l'est de Narva, en Estonie. L'objectif est clair, Leningrad. La ville est à portée de main. Mais un problème se pose. Hoppner manque de moyens. Ses forces sont trop faibles pour une victoire décisive. À première vue, une offensive est claire, mais en réalité, une impasse stratégique. Le 29 août, le Feldmaréchal von Leeb change de tactique. Il ordonne le blocus de Leningrad. Les Allemands attendent. Ils pensent que les Soviétiques vont abandonner la ville pour éviter la famine. L'erreur était interdite, mais l'attente s'installe. La situation a empiré sur les autres fronts. À la fin du mois de septembre, Hoppner et ses blindés reçoivent de nouveaux ordres. Ils sont transférés au groupe d'armées centre. Leur mission, traverser le territoire soviétique central en direction de Moscou. Hoppner doit préparer l'opération Typhon. C'est l'assaut final contre la capitale soviétique. L'attaque commence avec succès. Les moteurs des Panzers hurlent dans la plaine. Début octobre, le 4e groupe de Panzer encercle Vyazma. C'est une manœuvre parfaite. Les lignes de ravitaillement soviétiques sont coupées. Les communications essentielles pour la défense de Moscou s'éteignent les unes après les autres. Mais ce n'était que le début d'un autre conflit. Malgré cette victoire clé, le Feldmaréchal von Kluge observe la situation. Les tensions internes au commandement allemand commencent à briser l'élan. L'histoire s'est arrêtée aux portes de la ville.